Donc, comme vous le savez certainement, si vous avez lu notamment certains articles de presse de grands journaux ou de journaux d'associations de consommateurs, pardon, le milieu de la rénovation énergétique n'est pas exempt de fraude et arnaque. Et donc, l'objet de ce webinaire, ça va être un petit peu de présenter, d'une part, les techniques qu'ont ces arnaqueurs pour justement arriver à leur fin et les manières qu'ils vont avoir de se présenter ou d'interagir avec les particuliers. Le but, ça va être de vous prémunir justement de ces principales fraudes et arnaques et de vous donner les bons conseils pour justement rester bien en dehors de tout ça et pas vous décourager sur la rénovation énergétique. Alors, aujourd'hui, on va axer cette présentation en 2 temps. On va d'abord dérouler une présentation où on va commencer par présenter le service public de la rénovation énergétique que nous représentons, donc Laura Amabilian et moi-même, en présentant nos structures et puis l'organisation un petit peu générale de ce service public sur le département des Bouches-du-Rhône. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant un petit peu ce qui fait peur. Les grosses fraudes de la rénovation énergétique, là, on rentrera vraiment dans le pire de ce qui peut se faire, l'usurpation d'identité, les malfaçons, le démarchage abusif, etc. Et puis, dans une seconde partie, on traitera un petit peu plus de tendances un petit peu plus insidieuses, de pratiques commerciales trompeuses, avec des personnes qui vont se présenter comme ce qu'elles ne sont pas, qui vont avoir des argumentaires de vente un petit peu fallacieux pour vous forcer la main, vous vendre certaines solutions plutôt que d'autres. Et puis, on prendra un on prendra un exemple très récent et très d'actualité, qui est le photovoltaïque, qui regroupe pas mal de ces problèmes-là. Et puis, donc, dans une troisième partie, on vous donnera les bonnes pratiques à avoir pour éviter justement tous ces problèmes. Et enfin, on laissera place aux questions des participants. Donc, vous aurez un temps pour vous exprimer. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans l'onglet « Discussion ». On essaiera d'y répondre en direct. Mais sachez que si on n'a pas eu le temps de répondre à une question en direct, on reprendra tout ça à la fin et puis on retraitera les questions, les principales questions des intervenants. Alors, commençons par le service public de la rénovation de l'habitat que nous représentons. Donc, le service public et les structures qui le composent vont se découper en principalement 2 grandes familles. L'information plutôt juridique et fiscale qui va être portée par l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc, des ADIL, il en existe dans tous les départements de France et ce sont principalement des juristes donc, qui vont répondre à ces questions juridiques, ces questions sur la fiscalité, etc., etc. Et puis, vous avez des structures comme l'Agence locale de l'énergie et du climat et la Maison Énergie Habitat Climat que nous représentons, qui sont des associations qui vont porter le service public France Rénov' plutôt sur la partie technique des travaux de rénovation énergétique et sur la partie notamment des aides financières liées à ces travaux de rénovation énergétique, sur la mobilisation des professionnels, etc. Donc nous sommes un petit peu, on va dire, plus près de la partie travaux et techniques que peut l'être l'ADIL, qui va avoir plutôt un scope légal et fiscal. Ce service public, il est territorialisé. Et donc, là, vous avez l'exemple sur le département des Bouches-du-Rhône. Vous allez avoir donc l'ADIL qui couvre tout le département sur sa partie juridique et fiscale. Et puis, donc, différentes structures qui vont porter l'aspect technique. L'Agence locale de l'énergie et du climat, que représente Laura Amabilian, qui va couvrir le pays de Marseille, le pays de l'Étoile, au Bagne, et la Côte Bleue principalement, et la Maison Énergie Habitat Climat que je représente, qui, elle, est basée sur le territoire Pays d'Aix, Pays Salonnais. Pour le territoire Istres-Ouest-Provence, c'est un petit peu particulier. Vous allez avoir
un conseiller en interne de la métropole qui assure cette mission de service public sur ce territoire. Et donc, nos structures, l'ALEC et la Maison Énergie, et en interne pour le territoire Est-Ouest Provence, ont pour mission de faciliter la rénovation énergétique pour les particuliers, les copropriétés et également le petit tertiaire privé, en informant donc sur l'aspect technique, en donnant des bonnes informations sur les travaux à mener, leur priorisation, leur impact sur la consommation énergétique, et puis en informant également sur les coûts, par exemple, les coûts moyens, les qualifications des artisans. Nous référençons par ailleurs également des artisans pour chaque type de travaux. Donc, vous pouvez faire appel à nous pour avoir toutes ces informations et vous lancer dans les bons travaux au bon prix et par les bonnes personnes. Pour simplifier un petit peu la tâche des particuliers, au niveau départemental, a été créé un numéro unique qu'on remettra tout à l'heure en fin de diapositive. Vous pourrez, en fin de présentation, vous pourrez le noter. Ce numéro unique sert de porte d'entrée pour le service public de la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'en appelant ce numéro, vous allez dans un premier temps tomber sur quelqu'un qui va prendre un certain nombre d'informations sur vous-même, votre code postal et puis surtout sur votre projet, de manière à catégoriser un petit peu votre demande. Et selon si c'est une question purement juridique, vous allez être envoyé plutôt sur la DIL, ou si c'est une question technique, selon votre code postal, vous allez être renvoyé sur l'une de nos structures qu'on a présentées précédemment. Et dans ce cas-là, un des conseillers, donc soit de l'ALEC, soit de la Maison Énergie, vous rappellera dans les 72 heures. Alors, on va maintenant passer sur la partie fraude avérée, fraude grave de la rénovation énergétique, de manière à ce que vous voyez ce qui se fait de pire. Et je vais laisser la main à Laura. Je te remercie, Pierre-Louis. Alors, on va commencer par le démarchage téléphonique, qui est une pratique très fréquente et dont on a beaucoup de retours en ce moment. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a un décret qui est paru le 13 octobre dernier, donc c'est assez récent, ça date d'un peu plus de 2 mois, et qui entrera en vigueur au 1er mars 2023. Donc, c'est assez récent. Il faut savoir que ce décret, il encadre vraiment le démarchage téléphonique, c'est-à-dire qu'il y a des jours, des horaires et une fréquence d'appel téléphonique à respecter pour des prospections commerciales qui ne sont pas sollicitées. Donc, pour un peu rentrer dans le détail, vous pourrez être contacté en semaine seulement, donc pas les week-ends, pas les jours fériés, et seulement de 10h à 13h et de 14h à 20h. Donc, en dehors de ces horaires-là, le démarchage téléphonique reste interdit. Il faut savoir aussi que vous ne pourrez pas être appelé plus de 4 fois par mois par le même professionnel, et que si vous refusez le démarchage, il ne peut pas vous rappeler dans les 2 mois. Donc, il y a 60 jours où ce professionnel a interdiction de vous rappeler. Donc, c'est quand même intéressant à savoir. Voilà. Donc, il y a un dispositif qui est mis en place par le gouvernement, peut-être que vous le connaissez déjà, qui s'appelle Blocktel. Ça vous permet en fait d'inscrire gratuitement votre numéro de téléphone sur cette plateforme pour vous opposer au démarchage téléphonique. Bon, il faut savoir que ce n'est pas toujours respecté et que la répression des fraudes a mené une enquête assez récemment et qu'elle a sanctionné pas mal de sociétés. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même ce dispositif qui existe et qui fonctionne pour la plupart. Donc voilà, si jamais vous ne souhaitez pas être sollicité, vous pouvez inscrire votre numéro gratuitement sur cette plateforme. Donc, les entreprises qui ne respectent pas ces règles seront sanctionnées. Donc, c'est 75 000 € d'amende pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, bien sûr, au maximum. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Donc, pour continuer sur le démarchage téléphonique et rentrer un peu plus précisément dans le cas de la rénovation énergétique, il faut savoir que pour les travaux de rénovation énergétique et les énergies renouvelables, le démarchage téléphonique est interdit par la loi. Donc, en fait, la loi, que dit-elle? Elle dit que toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par voie téléphonique
ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de réalisation d'économies d'énergie, donc on est en plein dedans, ou la production d'énergie renouvelable est interdite, à l'exception de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. Donc, si vous avez un contrat en cours, c'est un peu différent. Là, le professionnel a le droit de vous contacter. Mais si ce n'est pas le cas, le démarchage est interdit pour les travaux de rénovation énergétique. Donc, il y a quand même des petits malins qui ont réussi à contourner la loi, qui vous proposent des études gratuites, des diagnostics gratuits. Ils vont aussi vous proposer des travaux liés, c'est-à-dire, alors pas l'isolation de votre charpente, mais plutôt la réfection ou le traitement de la charpente. Pas l'isolation par l'extérieur, mais plutôt le ravalement. Et en fait, comme ça, ils arrivent à obtenir des rendez-vous, à se déplacer chez vous et à partir de là, à vous vendre des travaux. Donc voilà, vraiment se méfier aussi de cette tendance-là qui s'est développée depuis que le démarchage est assez encadré. En tout cas, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que si un contrat est conclu suite à un démarchage abusif, il est considéré comme nul. Donc ça, c'est quand même important. Après, il faut prouver la nullité du contrat. On vous donne un exemple assez concret. Si vous êtes inscrit sur la liste Blocktel et que le professionnel vous contacte malgré tout, alors que vous avez refusé d'être contacté, en fait, le contrat sera décrit comme nul. Donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous inscrire aussi sur cette plateforme-là qui est gratuite. L'usurpation d'identité. Alors malheureusement, ça arrive fréquemment aussi, notamment pour les aides financières. Donc en fait, ça, c'est une définition qui est donnée par le code pénal. Donc le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Donc, c'est régi par le code pénal. C'est donc une infraction pénale qui est punie par la loi, donc punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et nous, en pratique, ce qu'on voit énormément, en fait, ce sont des arnaques à MaPrimeRénov'. Donc, en fait, c'est assez simple. Vous laissez par mégarde vos coordonnées, vos données personnelles, le numéro de votre avis fiscal sur internet, parce que vous avez des pubs sur les travaux énergétiques, par exemple. Les personnes qui sont mal intentionnées récupèrent ces données-là, créent un compte MaPrimeRénov' en votre nom. Et la conséquence pour vous, c'est que quand vous lancez dans les travaux après avoir rempli ces renseignements, votre compte est bloqué, vous n'y avez pas accès et vous ne pouvez pas mobiliser les aides. Ce qui est assez dommageable. Et nous, on a vu des cas, j'ai vu des cas encore très récemment, donc c'est vraiment des pratiques courantes. Donc vraiment faire attention de ne pas renseigner vos coordonnées sur Internet. On peut passer à la suivante. Donc, si on résume les conseils, ça serait de ne pas laisser les coordonnées personnelles, vos identifiants fiscaux sur les sites de rénovation ou sur les sites tout court. Créez vous-même votre compte MaPrimeRénov'. Donc, en fait, les entreprises ne sont pas habilitées à créer de compte à votre place, mais vous pouvez les mandater une fois la création du compte effectuée. Et elles peuvent effectuer des demandes d'aide pour vous. Mais vraiment, la création du compte, elle doit être faite par vous, justement pour éviter les usurpations d'identité. En cas d'usurpation, vous pouvez déposer plainte et signaler ceci sur signal.conso.gouv.fr, donc encore une autre plateforme mise en place par le gouvernement. On vous mettra les liens à la fin, les liens importants, hein, et celui-ci en fait partie. Et vous pouvez aussi vous adresser à l'ADDPP, donc la Direction départementale de protection des populations, qui se situe à Marseille. Donc, ne pas hésiter à vous faire assister dans vos démarches pour éviter justement toutes ces situations assez dramatiques. Les maisons France Service ont été mises en place aussi pour aider les particuliers à monter leur dossier d'aide. Le CCAS peut vous aider et aussi les espaces France Rénov', donc la maison énergie Habitat Climat, qui est représentée par Pierre-Louis Moineau ce soir, et l'ALEC qui est représentée par moi-même. Nous, on peut aussi vous aider à monter vos dossiers d'aide si vous en avez besoin. Donc, ne pas hésiter à s'adresser à nous. Une chose que je n'ai pas dite, mais c'est pas grave, tu peux laisser. Il y a aussi la Maison du droit qui peut vous assister dans des démarches si jamais vous vous êtes fait usurper votre identité. C'est quand même intéressant. Pour les malfaçons, donc qu'est-ce que la malfaçon déjà? Parce que c'est un terme assez large.
Donc, c'est défini comme une imperfection ou un défaut de construction reconnu comme étant la conséquence d'une erreur d'exécution. Donc, on parle aussi de désordre, plus généralement. Et ça peut être soit quand vous construisez votre maison, soit quand vous faites des travaux de rénovation ou d'aménagement. Donc, dans tous les cas, s'il y a une malfaçon avérée, le professionnel doit réparer ou remplacer les équipements défectueux. Donc, si on prend des exemples, donc un chantier mal réalisé, donc avec des défauts apparents, on va vous montrer des exemples juste après. Une malfaçon qui entraîne une dégradation rapide, anormale des équipements. Donc là, on a mis en exemple radiateur électrique posé qui ne fonctionne plus. Des panneaux photovoltaïques qui ne fonctionnent pas non plus. Donc c'est assez large. Et un chantier non finalisé par rapport aux prestations indiquées. Donc il faut vraiment que ce qui est indiqué sur le devis corresponde à ce que fait l'artisan. Ça paraît logique, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si on prend quelques exemples de chantiers mal finalisés avec des défauts apparents, là, on est en plein dedans. Donc là, c'est une super photo d'une isolation thermique par l'extérieur, donc une ITE. Voilà, le chantier est en l'état, hein, ça s'est terminé comme ça. Donc en fait, là, c'est une entreprise qui a contacté sûrement le particulier avec une proposition alléchante. On mobilise des C2E, on vous fait une isolation thermique à 1 €. Donc on en a vu aussi, les ITE à 1 €, ce qui est impossible vu le coût de ces travaux. Et en fait, là, on voit clairement que déjà, le chantier n'est pas terminé. Et en plus, ça a été très mal fait. Il y a des espaces au niveau des plaques isolantes. Enfin voilà, c'est un travail vraiment saccagé. Donc là, le particulier, OK, il a payé peut-être 1 €, mais il va devoir payer une autre entreprise qui va reprendre le chantier. Donc c'est plus du tout des travaux à 1 €. La deuxième photo, c'est une isolation du plancher bas en sous-face d'un garage. Donc là, pareil, on voit sûrement de la laine minérale qui a été posée comme ça, sans. On a des plaques qui tombent à gauche, on a un espace au milieu, on n'a aucune protection. Donc voilà, ça a été fait aussi rapidement, sûrement en une demi-journée et avec des C2E à la clé pour la société. Donc voilà, qui a empoché l'argent. Et la dernière photo, donc là, c'est une ITI, donc une isolation par l'intérieur dans le local non chauffé, type garage, buanderie. Donc là, on voit clairement, encore plus que sur la maison, on voit les espaces entre les plaques. On voit que les tuyaux n'ont pas été pris en compte. Ils ont fait des coupures grossières au niveau des tuyaux, alors que en fait, l'isolant, il doit vraiment couvrir toute la surface du mur, hein. Donc là, c'est un travail qui est encore plus bâclé que ce qu'on a pu voir. Et pareil, isolation à 1 € avec ces 2 yeux à la clé. OK, du coup, donc il y a quand même des garanties qui vous protègent en tant que consommateur, donc qu'il faut connaître. Donc déjà, il y a la garantie de parfait achèvement. Donc en gros, là, vous avez une protection d'1 année à partir du moment où vous réceptionnez les travaux. Ce qui est important de savoir, c'est que pour faire jouer cette garantie, en fait, lors de la réception du chantier, il faut bien noter dans le procès-verbal de réception tous les défauts, les malfaçons que vous observez, euh, parce que c'est ce qui va faire foi. Du coup, ça, c'est hyper important. Il faut aussi faire parvenir un courrier en lettre recommandée à l'artisan avec une description assez précise des dégâts qui ont été subis. Et vous pouvez aussi envoyer des photos, comme celles qu'on a vues précédemment, donc pour appuyer votre propos. En général, on laisse un délai raisonnable à l'artisan pour répondre, qui est de 1 à 2 semaines. Voilà. Mais voilà, on lui demande quand même de répondre. Voilà, et on acte ça dans un courrier. Donc, c'est quand même assez important. On a la garantie de bon fonctionnement ou garantie biennale. Donc là, c'est sur 2 ans suivant la réception du chantier. Pardon. Là, donc, en fait, cette garantie, elle impose à l'installateur de remplacer, de réparer un appareil qui fait défaut pendant les 2 ans. Donc, c'est quand même assez vaste. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, un chauffage qui a été installé qui ne fonctionne pas, vous avez 2 ans enfin 2 ans.
maximum 2 ans pour lui indiquer et c'est à ses frais qu'il devra acheter un nouveau matériel et le remplacer. En cas de dysfonctionnement d'un appareil, pareil, lettre recommandée, accusé de réception, on expose le problème et pareil, on demande, on vous dit plutôt d'attendre entre 1 semaine et 2 semaines, pareil, hein, pour attendre un délai de réponse raisonnable, on va dire. Après, c'est à vous de juger, bien sûr. Et enfin, il y a la garantie décennale que vous connaissez sûrement. Donc, cette garantie, elle couvre les travaux pendant 10 ans. Donc, en fait, c'est une assurance qui vous... Enfin, c'est une police d'assurance qui doit apparaître absolument sur le devis. Donc, le numéro doit apparaître sur le devis, sur la facture. C'est hyper important puisque ça vous couvre aussi en cas de problème dans les 10 ans. Et en cas de sinistre, ce qu'il faut faire là, c'est contacter le professionnel, évidemment. On lui fait une lettre recommandée avec accusé de réception. On lui envoie des photos s'il y a besoin, les copies des pièces justificatives, factures, etc. Et en fait, il est possible aussi comment dire, vous pouvez avoir une indemnisation via l'assurance, via son assurance. Enfin, c'est l'objectif. Du coup, c'est plutôt intéressant. Même pour lui, il est couvert. Donc, bon, en général, dans ce cas-là, ils agissent assez vite. Ça, OK. Donc la souscription à une protection juridique, elle est quand même intéressante, parce qu'en fait, vous pourrez être assisté dans vos démarches, par le biais de votre assureur. C'est lui qui va gérer les démarches. Donc en fait, il va d'abord chercher une solution à l'amiable avant de se tourner vers la justice, parce qu'on sait très bien que les procédures sont assez longues, c'est assez fastidieux et il vaut mieux être accompagné. Donc nous, c'est vrai qu'on vous conseille aussi de souscrire à une protection juridique. Ça va vous faire quand même gagner un peu de temps et d'énergie sur votre dossier, ce qui n'est pas négligeable. On peut passer à la suivante. Donc, nos conseils, c'est ce qu'on a dit. Constatez les malfaçons ou les défauts lors de la réception du chantier. Donc, vous avez le procès-verbal de fin de chantier. C'est important d'acter tous les défauts, les malfaçons qui peuvent apparaître dans ce PV. Nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est quand même de d'abord tenter de résoudre le conflit à l'amiable, c'est-à-dire vous envoyez une lettre de mise en cause, puis vous envoyez une mise en demeure. Donc, la mise en demeure, c'est le seul courrier qui aura un poids juridique, on va dire, et vous exigez une réponse sous 8 jours. Donc, s'il répond pas à vos doléances, avec ce poids juridique, vous pourrez après entamer des démarches un peu plus sérieuses. Voilà. Pour continuer sur de l'amiable, il y a tout ce qui est médiation, association de consommateurs. Donc, on a la société de médiation professionnelle qui peut vous assister, mais on a aussi tout ce qui est 60 millions de consommateurs, la CLCV, l'UFC Que Choisir, que vous connaissez sûrement, qui, eux, ont des juristes en interne et qui peuvent aussi vous assister. Éventuellement, un conciliateur de justice, c'est possible aussi. Donc ça, il y a des permanences sûrement à côté de chez vous. On vous a mis un annuaire en fin de présentation, vous pouvez consulter avec les liens. Et si tout ça ne fonctionne pas, malheureusement, il faudra saisir des instances judiciaires. Donc, depuis le 1er janvier 2020, tout est regroupé, donc juge de proximité, tribunal d'instance, grande instance, tout est regroupé sous le tribunal judiciaire. C'est lui qui gère les litiges pour les travaux de rénovation, les litiges avec les artisans. Et donc, c'est l'autorité compétente. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que pour les litiges supérieurs à 10 000 €, vous devrez vous faire assister d'un avocat, donc ce qui va aussi engager des frais. Par contre, pour tout ce qui est inférieur à 10 000 €, vous aurez le choix soit d'être seul, soit de vous faire assister. Voilà. Juste peut-être pour l'aide juridictionnelle, si vous avez un contrat d'assurance habitation, parfois l'aide juridictionnelle, elle peut être prise en charge par votre assurance. Donc, c'est intéressant de se renseigner là-dessus. Donc, voilà pour moi, pour cette partie-là. OK. Alors, on a vu un petit peu ce qui se faisait de pire et de plus grave en rénovation énergétique. Là, on va partir sur une partie un petit peu plus insidieuse.
avec des pratiques commerciales trompeuses. Alors, vous allez avoir un certain nombre de manières pour ces éco-escrocs de rentrer notamment en contact avec vous. Et l'une des tendances qu'on a pu constater, c'est de se présenter comme étant, par exemple, le service public de la rénovation énergétique ou le technicien mandaté par la commune pour une opération sur les maisons anciennes, par exemple, ou tout genre de choses, ou le technicien d'une entreprise reconnue, Enedis, EDF, etc. Là, le but, c'est toujours la même chose hein, pour l'escroc. Ça va être de gagner la confiance de la cible de manière à ensuite lui vendre son produit. Ce qu'il faut avoir en tête à ce stade-là, c'est que quand vous avez une sollicitation de ce type-là, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Le service public ne démarche pas, par exemple, EDF non plus. Là, on va tout de suite devoir demander à la personne de présenter clairement qui elle est et ce qu'elle fait. Et vous allez en général avoir des réponses un peu floues qui doivent vous mettre la puce à l'oreille. Alors nous, ça nous arrive justement, quand on rappelle les particuliers, suite à leur appel à l'Orénov Énergie, de tomber sur des personnes un petit peu incrédules qui nous demandent qui on est. Et là, charge à nous d'expliquer très clairement qui on est, quelle structure, pourquoi on les rappelle. Et en général, vu que l'appel a été passé dans les 72 heures précédentes, là, ça fait tilt et les personnes savent qu'elles ont affaire à nous. Mais n'hésitez pas à justement pousser, creuser un petit peu sur votre interlocuteur. Il sera rapidement mal à l'aise justement face à votre doute. Une fois en contact avec leur cible, vous allez avoir des gens qui vont rapidement développer un argumentaire de vente assez fallacieux, souvent des personnes plutôt au discours d'ailleurs plutôt commercial que technique, et qui vont vous présenter leur solution comme la solution idéale qui regroupe tous les avantages. Et puis, la discussion va très, très rapidement tourner autour des économies d'énergie et du coup des économies financières pour vous, qui vont souvent être très, très alléchantes, évidemment, parce que c'est leur premier levier pour vous faire signer leur contrat d'engagement et leurs documents. Quand ils ont ferré leur croix, en général, ils ne vont pas hésiter à cerner un petit peu le profil de la personne qu'ils ont en face d'eux et voir, d'une part, si déjà il y a du répondant technique ou pas. Et si ce n'est pas le cas, ils ne vont pas hésiter à vous rajouter un certain nombre de travaux, entre guillemets, obligatoires, qui ne sont pas du tout obligatoires, mais qui leur permettent de vous vendre plus de choses, et puis à faire des chiffrages assez démentiels. Là, leur but, ça va être clairement de vous vendre leur solution, celle qu'ils vous proposent, peu importe votre besoin, peu importe les économies d'énergie à la clé, et surtout à des prix en général bien plus chers que ce que vous pourriez trouver ailleurs. Donc, attention à ces argumentaires de vente, attention aux économies d'énergie qu'on fait miroiter. Toujours bien prendre le temps de comparer avec la littérature ou de prendre un contact avec un conseiller pour voir si on est déjà dans le vrai ou si c'est totalement fantaisiste. Il y a une chose que font ces escrocs quasiment systématiquement, c'est d'essayer de vous faire signer au plus vite. Ils ne veulent justement pas du tout que vous preniez le temps de vous renseigner ailleurs, de comparer leurs offres et de faire appel à quelqu'un de neutre comme nous. Et leur intérêt est de vous faire signer, de vous engager commercialement avec eux au plus vite. Alors, il y a plusieurs techniques. Vous allez avoir la fameuse remise immédiate de 30% si vous signez dans la journée. Attention à ça. Et puis, vous allez avoir souvent des documents qui manquent, sur lesquels il manque des informations précontractuelles. Il manque des informations pour mettre en conformité avec ce que devrait être un devis, par exemple. Vous allez avoir, par exemple, des délais de rétractation qui doivent être absents. Le délai de rétractation, c'est une obligation. En travaux de rénovation énergétique, il y a un délai de rétractation de 14 jours, donc même à partir du moment où vous avez signé votre devis. Mais voilà, ces personnes-là vont éviter de le mentionner et éviter de l'écrire. Et puis, vous allez avoir encore pire, des gens qui vont vous présenter un contrat comme étant une étude de faisabilité. Ou, par exemple, cacher des crédits dans des devis, enfin, ce genre de pratique. Et là, le but pour eux, c'est de vous faire contractualiser
en omettant une partie de la vérité et en espérant que vous ne lisiez pas bien les documents que vous allez signer. Donc, ça, le gros conseil qu'on peut donner, c'est de prendre son temps. Hein. La première chose, c'est vraiment prendre son temps et ne rien signer tout de suite. Prendre vraiment le temps qu'il faut pour déjà définir son projet, voir si techniquement, c'est cohérent avec ce dont vous avez besoin, si économiquement, c'est vraiment intéressant pour vous, et puis ensuite prendre le temps de comparer auprès de différents artisans. Vous pouvez également revenir vers nous, par exemple, le service public, avec des devis, de manière à ce qu'on vous donne un avis, qu'on vous dise si toutes les mentions légales apparaissent sur ce devis, si les prix sont cohérents avec le marché, etc., etc. Et attention surtout aux offres sur les salons et sur les foires qui regroupent généralement l'essentiel de ces mauvaises pratiques. Et vous allez voir dans l'exemple suivant, alors non, l'exemple suivant n'est pas tiré d'un salon ou d'une foire, mais c'est quelque chose de très classique et on va retrouver les mêmes mauvaises pratiques. Dernière petite astuce que peuvent avoir certains, c'est d'usurper en quelque sorte et d'utiliser des logos, par exemple celui de France Rénov', mais surtout celui de RGE Qualibat. Hein, attention, un devis qui porte un logo Qualibat, RGE, ça ne veut pas dire que l'entreprise est RGE. Ça veut dire qu'elle a mis le logo sur son devis. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire très clairement que n'importe quel escroc peut prendre le logo et le mettre sur son devis. Donc là, vous avez un moyen assez simple de vérifier les qualifications d'une entreprise, c'est de vous rendre sur le site francerénov.gouv.fr et là, vous avez un annuaire exhaustif de tous les artisans RGE selon leur domaine de qualification. Donc, vous pouvez rentrer le nom de l'entreprise ou son numéro de SIRET et vous saurez instantanément si elle est détentrice d'une qualification RGE et dans quel domaine. Par ailleurs, avoir une qualification RGE dans un domaine ne veut pas dire avoir une qualification RGE dans tous les domaines. Je peux très bien être qualifié RGE pour l'installation de pompes à chaleur. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de qualifié pour l'isolation des murs. Donc voilà, attention avec ces logos. Hein, prenez bien le temps de vérifier si les qualifications de l'entreprise sont bien celles qu'elle annonce. Et là, on va rentrer sur un cas de figure très précis. C'est quelqu'un qui a fait appel à nous il y a 2-3 semaines. Et qui donc avait rentré ses coordonnées sur un site qui met en contact des particuliers porteurs de projets avec des professionnels du photovoltaïque parce qu'ils avaient un intérêt dans l'installation d'une petite installation photovoltaïque en autoconsommation chez eux. Alors, ils ont été recontactés au téléphone par la société Y qui est basée à Paris, ne se déplace pas, mais lui propose une étude de faisabilité réalisée grâce à l'observation de sa toiture sur Google Maps. Premier point un petit peu douteux, mais passons, ça arrive qu'on puisse faire des pré-études sur Google Maps. Donc, je vous ai mis un petit peu des extraits de ce document que m'a transmis le particulier pour analyse. Alors, vous allez voir, il n'y a pas toutes les pages de ce document, mais il y a un certain nombre d'extraits les plus intéressants. Donc, ça commence plutôt très bien avec un descriptif du logement, du niveau d'isolation de l'habitat et puis du nombre d'occupants avec la situation géographique, etc. Ma foi, serait satisfaisant pour le départ. Et puis, rapidement, on va commencer, quand on a un œil un petit peu averti, à voir que ça sent un petit peu moins bon. Vous avez donc là une des hypothèses qui a été retenue dans cette étude. Vous voyez que donc cette étude va prendre une perspective d'augmentation annuelle du prix de l'électricité de 7% par an sur les 25 prochaines années pour ces calculs. Puis quand vous lisez les petites lignes en dessous, vous voyez que même la société en question recommande d'utiliser une valeur de 5% d'augmentation. Mais là, la personne qui a fait l'étude a arbitrairement fixé à 7%. Alors, il faut savoir que les perspectives EDF, c'est plutôt une augmentation du prix de l'électricité entre 3 et 5%. Donc déjà, la valeur de 5%, elle est en fourchette haute. Et là, la personne qui a fait l'étude, pardon, je remets un petit peu en avant, a mis 7%. Et ça, c'est une donnée essentielle. Parce qu'effectivement, plus le taux d'augmentation du prix de l'électricité va être élevé, plus mon installation photovoltaïque va être en théorie rentable.
Mais si par ailleurs le prix de l'électricité ne suit pas ces perspectives, eh ben, je n'aurai pas à la clé les économies d'énergie escomptées par l'étude. Donc ça, méfiance là-dessus. C'est toujours un des points un petit peu obscurs justement de ces études de photovoltaïque. Alors, ça continue avec notamment l'inclinaison de la toiture selon la zone géographique. Donc, on voit la latitude et la longitude. Bon, je les ai masqués parce que pour ne pas indiquer la maison du particulier. Et donc, les heures d'ensoleillement qui correspondent en théorie à cette zone géographique, en l'occurrence, 1636, c'est vraiment une valeur très optimiste, là encore. L'inclinaison du pan de la toiture. Je ne sais pas comment la personne a pu, sans se rendre sur place, savoir que la toiture était inclinée à 30 degrés. Savoir sur Google Maps que la toiture est exposée sud, ça, pourquoi pas. Mais qu'elle est inclinée à 30 degrés, ça, c'est a priori difficile à savoir sur Google Maps. Seulement 30 degrés, c'est l'optimum. Donc là, la personne qui a fait cette étude a dit, eh ben voilà, je vais mettre la toiture dans les meilleures conditions possibles. Plein sud, inclinaison 30 degrés. Forcément, les résultats seront meilleurs. 0 masque solaire, par ailleurs. Très optimiste. Et donc, si on regarde un petit peu sur la droite, on va se rendre compte un petit peu du détail de ce qui est proposé aux particuliers. Donc, vous avez une installation en autoconsommation avec une puissance de 4300 watts crête. Et là, quand on lit autoconsommation, on se demande un petit peu ce qu'on va faire du surplus. Parce qu'une installation en autoconsommation, il y a toujours du surplus qui est généré. Ce surplus, il peut être revendu sur le réseau. Et dans ce cas-là, on amortit un petit peu aussi ce surplus. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, sinon ça serait très clairement noté que c'est une installation en autoconsommation avec vente du surplus. Et donc, là, on se retrouve avec une puissance qui est non négligeable. Il faut savoir qu'une installation pour particulier, généralement, on est plutôt sur du 3 kW crête. Par ailleurs, les consommations annuelles du foyer semblaient plutôt orientées vers ce genre d'installation en 3 kW crête avec vente du surplus. Et non, là, on est sur un dimensionnement beaucoup plus important et sans vente du surplus. Donc là, on sait déjà à première vue que l'installation va être difficile à rentabiliser pour le particulier. La présentation suit, on va avoir un certain nombre de slides qui décrivent le matériel, les panneaux solaires, l'onduleur, etc. Donc, c'est assez joli. C'est assez joli, c'est assez bien fait. Et là, on arrive à la partie financière et ça part complètement à volo. Donc là, vous avez là vraiment des choses qui sont des mensonges. Vous avez donc une prime à l'investissement qui ressemble tout à fait à une prime existante, la prime à l'autoconsommation. Donc là, c'est les mêmes valeurs, etc., qui sont reprises. Seulement, la prime à l'autoconsommation, c'est une prime qui ne peut être versée que dans le cas d'une installation en autoconsommation avec vente du surplus. Or, on l'a vu juste avant, cette installation, elle n'est pas avec vente du surplus. Donc, cette prime, on n'y a pas le droit. Par ailleurs, il faut être RGE pour pouvoir… il faut que l'artisan soit RGE pour pouvoir bénéficier de cette prime. J'ai vérifié, évidemment, cette société, elle n'est pas RGE. Donc, ça, c'est mensonger. Le chèque écolo. Alors, le chèque écolo, ça m'a fait un petit peu rire à première abord. J'ai essayé de me renseigner. Non, le chèque écolo, ça n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas de chèque écolo. Là, ils mettent une référence au coup de pouce. Ça, c'est un dispositif qui existe. Mais voilà, ils essayent un petit peu de vous piéger avec des terminologies de dispositifs qui existent en inventant des dispositifs totalement sortis du chapeau. Donc là, vous voyez quand même 4 700 € d'aide. Ça semble plutôt intéressant. Par contre, attention, si vous lisez les petites lignes qui figurent en dessous, vous voyez que les aides financières étant soumises à des conditions ne dépendant pas de nom de la société Y, celles-ci ne sauraient aucunement être tenues de leur obtention. L'obtention des aides financières étant affectée d'aléas, elle ne saurait constituer une condition déterminante de l'engagement du client. Donc, il vous indique des aides financières totalement factices, mais par contre, il ne s'engage pas sur le fait que vous puissiez les avoir. Ça, évidemment, là, on est en pleine escroquerie. Alors, là, on arrive sur justement l'argument économie d'énergie, donc qui est généralement le premier moteur. Alors là, vous voyez des économies calculées grâce à ces estimations, donc on a dit très optimistes, 76 000 € sur 25 ans. 76 000 € sur 25 ans. Alors, effectivement, on a pris un taux d'augmentation de l'électricité de 7% par an, les meilleures conditions d'ensoleillement, etc. possibles. Donc, pourquoi pas. Mais
là, vous avez un des éléments les plus déterminants, qui est le taux d'autoconsommation. En clair, là, la personne qui a réalisé cette étude a considéré que 80% de l'électricité de cette installation allait être autoconsommée par la maison, ce qui est totalement irréaliste. Sur des installations de 3 kW crête, on arrive péniblement à 50% en moyenne sur des installations plutôt bien gérées. 80% sur un 4,3 kW crête, c'est totalement hallucinant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à faire miroiter des 76 000 euros d'économie financière. Et on finit par le meilleur, le devis. Donc là, vous avez l'installation photovoltaïque avec le SolarEdge et donc l'onduleur pour la bagatelle de 24 000 euros, 23 500. Vous voyez que les aides financières ne figurent pas sur le devis, forcément, elles n'existent pas. Et par ailleurs, c'est 2 fois le prix d'une installation faite par un artisan RGE consciencieux sur une installation sur laquelle votre surplus ne sera pas valorisé et pour lequel vous n'aurez pas le droit à la prime à l'autoconsommation. Donc, grosse arnaque. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment sur le photovoltaïque. Parfois, on voit pire. On voit même des crédits cachés dans le dossier, qui vous font miroiter de rembourser le crédit avec les économies d'électricité que vous allez soi-disant générer, mais des économies d'électricité qui ont auparavant été calculées de manière aussi frauduleuse que là-dessus. Et donc, vous vous retrouvez à payer un crédit avec des économies d'énergie qui n'y sont pas et un devis que vous aurez payé 2 fois trop cher. Voilà un petit peu ce que sont les escroqueries, notamment au photovoltaïque. Je vais laisser la main à Laura pour la dernière partie. Merci. Alors, les bonnes pratiques, du coup, ça va un peu résumer tout ce qu'a dit Pierre-Louis et ce qu'on a dit avant. Donc, vas-y, tu peux passer. Merci. Alors, donc, inscrire son numéro de téléphone sur le site Blocktel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pour éviter le démarchage téléphonique abusif. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que si vous êtes inscrit sur liste rouge pour Orange, France Télécom, en fait, vous ne figurez pas dans les annuaires, mais ça n'empêche pas les démarcheurs d'utiliser votre numéro, puisqu'en fait, c'est via des listes qu'elles achètent, qu'elles trouvent votre numéro et qu'elles vous contactent. Donc voilà, si vous êtes juste inscrit sur liste rouge, ça ne suffira pas. Il faut vraiment s'inscrire sur ce site pour être préservé. Ce que disait Pierre-Louis aussi, c'est n'acceptez jamais de donner votre accord sur une proposition dans la foulée d'un entretien. Prenez le temps vraiment de la réflexion, réfléchissez si les travaux sont pertinents, s'ils sont adaptés à votre projet, est-ce que les travaux sont utiles aussi, voilà, est-ce que vous allez mettre des panneaux photovoltaïques alors que votre logement n'est pas isolé, voilà, c'est des choses qui se réfléchissent vraiment en amont. Ne croyez jamais les entreprises qui affirment intervenir au nom de l'ADEME. Donc, comme l'a dit Pierre-Louis, l'ADEME ne cautionne aucun démarchage et ne le pratique pas non plus. Donc, si une société se fait passer pour l'ADEME ou un partenaire, c'est que c'est tout simplement une arnaque. N'acceptez pas de devis antidatés et prenez le temps de faire réaliser au moins 3 devis par poste de travaux. Nous, c'est vraiment ce qu'on préconise, 2 ou 3 devis pour comparer les prestations, les prix aussi, et nous les faire parvenir pour qu'on puisse vous donner un avis consultatif sur ces devis, qu'on puisse vous aider un petit peu, qu'on vérifie les infos techniques, savoir s'il manque rien pour les aides financières, etc. Donc voilà, pas hésiter vraiment à prendre son temps et à faire plusieurs devis. Pour bénéficier d'aides financières, donc on l'a dit, les professionnels doivent être RGE. Donc là, il y a 2 choix. Soit vous consultez l'annuaire France Rénov qui a été mis en place sur le site France Rénov, soit vous aussi, vous pouvez nous solliciter, puisqu'on a des entreprises qui sont chartées à la MEC et à la LEC, qui font des travaux corrects à des prix corrects également. Donc, vous pouvez quand même vous adresser à eux et leur faire confiance là-dessus, même si voilà, ça n'empêche pas de faire réaliser plusieurs devis et de nous les envoyer pour avis. Tu peux passer à la diapo.
Donc, par rapport au délai de rétractation, donc 14 jours si vous avez un doute. Le bordereau de rétractation, il est censé apparaître sur le devis. Normalement, c'est une obligation. Si jamais ce n'est pas le cas, vous faites une lettre recommandée avec accusé de réception, pour vous opposer justement enfin comment dire? Pour, vous rétracter tout simplement. Donc vous avez bien 14 jours et il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, il me semble, sauf si je me trompe, mais à partir du moment où vous signez un devis et vous vous engagez avec un artisan, il n'a pas le droit de recevoir, de paiement de votre part, pendant les 7 jours. Donc ça, c'est quand même très important. Il ne peut pas réclamer de paiement durant les 7 jours, ni aucune autre contrepartie. Hem, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Si les travaux ont déjà été réalisés, vous pouvez refuser de signer l'attestation de fin de travaux. Ça, c'est quand même important à savoir. Donc on avait dit pour les malfaçons, vous les signalez dans le PV de fin de travaux, mais si jamais les travaux ont été réalisés que vous n'êtes pas du tout satisfait, vous pouvez ne pas signer l'attestation de fin de travaux. Et après, si vraiment il y a litige et où c'est un peu plus compliqué, si vous souhaitez déposer une plainte, ça va dépendre un peu du litige. Donc en fait, si c'est plutôt une pratique commerciale déloyale, vous avez la DDPP, donc comme j'ai dit tout à l'heure, qui se situe à Marseille, vous soyez sur le territoire d'Aix ou de Marseille, la direction départementale se situe au Prado à Marseille. Si vous devez signaler une fraude, donc vous avez le site Signal Conso du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Donc ça, c'est super important de vraiment signaler des fraudes, des entreprises qui sont mal intentionnées, etc. Puisqu'après, il y a des enquêtes qui sont menées. Pour les malfaçons, vous pouvez réclamer à l'organisme de qualification du POUF ayant effectué des travaux. Vous pouvez faire une réclamation et ça se traduit par le site France Rénov'. Donc ça, on vous met le lien à la fin. Si vous avez un litige avec une entreprise qui est notamment RGE ou pas, vous pouvez la signaler sur le site France Rénov'. Donc ça, c'est super important. Pareil, il y a des enquêtes après qui sont menées. Donc voilà, et ça permet de recenser et forcément, hein, d'enlever les certificats des entreprises qui sont mal intentionnées. Donc c'est quand même bien. Et après, enfin, vous pouvez, pour annuler, par exemple, un contrat ou recevoir des dommages-intérêts, il faut aller un peu plus loin et entreprendre une action devant un juge civil. Et en fait, nous, c'est vrai qu'on vous conseille quand même de vous faire accompagner dans vos démarches, donc soit avocat, on l'a dit tout à l'heure, pour les litiges plus importants, ou association de défense des consommateurs. Voilà. Dans les sites importants, donc on vous a mis l'annuaire France Rénov', l'annuaire RGE. Vous avez le site, le lien vers le site Signal Conso. Le site pour signaler les malfaçons. Pour vous protéger du démarchage, il y a 2 sites qui sont intéressants. C'est un site de l'ADEME qui récapitule pas mal de points de vigilance. Et vous avez le site du gouvernement qui va plus loin dans le détail, hein, parce que là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc on s'est assez limité. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire en fonction que vous receviez des appels, des SMS ou des mails. Il y a vraiment des procédures à chaque fois selon la façon dont vous faites démarcher. Donc, c'est intéressant de consulter ce site pour vraiment que ce soit adapté à votre demande. Voilà, parce que là, on a balayé un peu de manière exhaustive, mais voilà, on peut aller plus loin dans le conseil. Il y a des fiches qui sont intéressantes, les fiches de l'AQC, qui vous aident à la réception des travaux. Donc ça, vous pouvez consulter ces fiches, par typologie, donc pour l'isolation, la ventilation, système de chauffage et autres. Elles précisent à chaque fois, les éléments qui sont importants à observer et c'est à vous de remplir cette fiche et de dire si, l'élément est présent ou absent. Et en fait, ça va vraiment vous aider à la réception des travaux. Donc, on vous conseille de regarder ces fiches qui sont en ligne, elles sont gratuites. Voilà, c'est un super outil ça, quand vous faites des travaux, pour vérifier que le chantier est conforme à vos attentes. Et après, on vous a mis, la cartographie des maisons France Service, pardon, pour trouver la maison France Service la plus proche de chez vous. Donc il y en a vraiment partout en France, donc pas hésiter à consulter ce site. Si vous avez besoin d'entamer des démarches juridiques, la Maison du droit qui est à Marseille et à Aix.
la Chambre professionnelle de la médiation, de la négociation. Pareil, ça, vous pouvez trouver à proximité de chez vous. Un conciliateur de justice, ça c'est pareil, vous avez des permanences un peu partout, donc c'est très facile d'en trouver. Et enfin, la DDPP, ça c'est plutôt si vous avez un signalement à faire, soit les contacter par téléphone ou par mail. Voilà, si vous avez un signalement à faire d'une entreprise ou autre, faut s'adresser à eux directement. Voilà, j'ai balayé un peu vite, mais après les sites sont accessibles, avec la diapo. Oui, alors sachez qu'on va ensuite diffuser ce webinaire sur nos chaînes YouTube, donc Alec Métropole Marseillaise et CPE du Pays d'Aix. Donc vous pourrez retrouver toutes ces ressources. On vous invite à vous rendre dans la partie de discussion si vous avez des questions à nous poser. On va les prendre les unes après les autres et essayer d'y répondre. Je vous mets rapidement les coordonnées de nos deux structures, que vous ayez les coordonnées directes. Et puis, j'afficherai par la suite les coordonnées du numéro unique, qui est le biais par lequel on préfère que vous nous contactiez, de manière à pré-catégoriser un petit peu votre demande. Ah, j'ai fait une erreur. Ça a sauté. Ça a sauté. Je vais essayer de le remettre. Je peux commencer à répondre peut-être. Il y avait une question qui était pour moi tout à l'heure que je n'ai pas Oui, vue au moment. c'était une question sur les les garanties biennales, et je crois, C'était le délai de réponse, c'est ça? il me semble. Je Oui. pense. Moi, j'ai vu de Vincent Schnorf, si je prononce bien, y a-t-il un délai maximum de réponse ou en cas de non-réponse? Alors, pour tout ce qui est procédure à l'amiable, c'est vrai que ce n'est pas hyper bien défini. On est sur des délais raisonnables de 8 à 15 jours maximum. Et après, on entame des démarches un peu plus sérieuses avec l'aide soit d'associations de défense des consommateurs, soit on va plus loin avec une assistance juridique. Voilà, mais c'est vrai que ce n'est pas hyper bien défini. Ce qui est indiqué, c'est plutôt des délais raisonnables, voilà, où on laisse le temps à l'entreprise de répondre. Donc 8 à 15 jours, c'est ce qu'on trouve en généralement. Voilà. Alors, après, il y avait deux questions assez semblables. Avant de solliciter des devis auprès de divers artisans, n'est-il pas utile de procéder à un audit énergétique du bien à rénover? Et une autre question, qui peut venir faire un diagnostic énergétique objectif de son bien? Oui, une étude peut être effectivement un bon point de départ pour éviter justement de rentrer dans ces aiguilles et de faire des travaux dont on n'aurait pas forcément besoin. Alors, selon là, le niveau de revenu, etc., il peut y avoir différentes études qui vont être intéressantes. Est-ce qu'on rentre dans les détails? Pas forcément, ce n'est pas forcément l'objet du webinaire, mais ça, vous pouvez nous poser les questions si vous avez un projet spécifique. Mais oui, une étude énergétique au préalable est en général une bonne idée. Alors, pas forcément un diagnostic de performance énergétique. Diagnostic de performance énergétique, c'est vraiment le document dont vous aurez besoin pour louer ou vendre un appartement ou une maison. Et lui, il va plutôt avoir pour objectif de vous donner une photo à l'instant T de la performance du bien en termes énergétiques. Si on veut une étude qui aille plus loin, notamment sur la phase travaux, là, on est plutôt sur un audit énergétique. Et ce qui est important, c'est que l'auditeur soit totalement indépendant ensuite des gens qui réalisent les travaux. Forcément, sinon, on peut avoir un biais. Et c'est notamment un biais qu'on a eu sur la rénovation globale, où on a des auditeurs un petit peu bidons qui font des études et derrière qui les passent directement à l'entreprise qui les chapeaute, qui, elle, réalise des travaux. Donc là, il y a aussi un biais. Donc, par contre, il existe des auditeurs RGE qu'on référence nous aussi, on a des listes. Et c'est vrai que c'est en général une bonne piste de passer par un auditeur indépendant qui, lui, aura pour but de vous donner des scénarios de travaux avec leur impact en termes de gains énergétiques et de gains financiers. Et lui, il n'a rien d'autre à gagner que le paiement de votre part de la prestation de l'audit. Alors, on a une question d'Emmanuel.
Ouais. qui est intéressante. Je te laisse, si tu veux, une Ouais, réponse. pour qu'une entreprise soit certifiée RGE, il suffit simplement qu'un seul employé de l'entreprise ait été formé et certifié. Ne trouvez-vous pas ça un peu light? C'est vrai, ça c'est vrai. Il suffit qu'il y ait une personne de l'entreprise qui passe la formation, qui suive la formation pour que l'entreprise soit certifiée. Donc effectivement, c'est un des biais qu'on peut, enfin, c'est un des reproches qu'on peut faire à cette certification RGE. C'est pas le seul. On voit aussi des entreprises RGE, on voit passer des devis qui pratiquent des tarifs un peu plus élevés parce qu'elles savent qu'il y a des aides financières à la clé. Un deuxième biais de la certification RGE. Donc effectivement, c'est pas infaillible, c'est pas parfait, mais ça offre quand même des garanties pour le particulier, des garanties d'assurance, des garanties où vous pouvez vous retourner si le prestataire n'a pas réalisé des travaux corrects, vous pouvez le signaler, etc. Bon, voilà, ça offre quand même des garanties aux particuliers, mais on sait très bien et pertinemment que c'est pas infaillible. C'est pas parce qu'il est RGE qu'il va vous faire des travaux parfaits. C'est pas parce qu'il est RGE que vous allez avoir des prix hyper faibles. Non, non, on sait que tout ne fonctionne pas, mais c'est quand même une protection supplémentaire par rapport à avant où voilà, il n'y avait aucun encadrement au niveau des travaux énergétiques. Donc, voilà. Il y a ce cadre-là qui est posé. Maintenant, c'est aussi pour ça qu'on est là, nous, en tant que tiers de confiance, et qu'on vous dit envoyez-nous vos devis, prenez conseil auprès de nous, et on peut vous accompagner vraiment dans votre projet. Alors, si je peux rajouter un petit point, c'est vrai que c'est pas la même chose une personne qualifiée sur une petite entreprise de 3 personnes, une personne qualifiée qui va en chapeauter 3. Vous pouvez vous dire, bon, il y a un accompagnant pour 3 personnes. Si le petit artisan du coin, ça peut être a priori suffisant. C'est sûr que maintenant, si on parle d'une entreprise qui couvre toute la France en isolant toutes les combles de France et qu'il y a une personne qualifiée pour 72 employés qui tournent tous les 3 mois, c'est pas la même chose. Donc oui, c'est un petit peu léger. Après, il faut savoir aussi que l'agrément RGE, il est assez strict sur notamment le recours à certaines pratiques, les contrats courts, etc. Et il oblige aussi les entreprises à avoir, d'un point de vue administratif et d'un point de vue assurance, toutes les assurances nécessaires. Ce qui fait aussi que les entreprises qui ont cet agrément payent toutes ces assurances et donc le répercutent aussi quelque part sur leur prix. Donc, il y a l'écueil de dire les artisans RGE montent les prix. C'est vrai qu'ils sont en général un petit peu plus chers, mais ils payent aussi toutes leurs assurances. Ils changent. Et puis, par ailleurs, ils ont des carnets de commandes qui sont bien remplis, ce qui leur permet d'augmenter les prix. Donc, voilà, il y a un petit peu des deux dans cette histoire. Merci pour la précision du nombre de salariés. C'est vrai que je ne l'avais pas dit ça. Il y a une deuxième question de Emmanuel. Alors, ma mairie va faire installer des panneaux photovoltaïques sur tous les établissements publics. Bien sur le principe, pour 0 € et par une entreprise qui ne semble pas exister, via société.com. Ça semble louche. Pouvez-vous m'indiquer auprès de quelle instance me renseigner en tant que citoyenne sur ce point? Auprès de la mairie, j'aurais tendance à dire. Ils sont censés faire des déclarations préalables de travaux au même titre que tout le monde. Je ne sais pas, Laura, tu as Oui, j'allais dire exactement pareil, peut-être voir avec eux. J'imagine que vous avez fait des recherches sur cette société. Ça vous inquiète, c'est normal. Peut-être vous rapprocher de la mairie tout simplement, leur en parler et je pense qu'ils vont vous rassurer sur ce point, a priori. Voir directement avec eux. C'est aussi ce que j'aurais fait. En tout cas, si c'est la mairie qui contractualise là-dessus, en toute logique, c'est quelque chose qui est censé être transparent. Et donc, vous devriez avoir toutes les informations sur cette société. Après, c'est vrai que si cette société n'est pas enregistrée, oui, ça semble assez étonnant. Ouais. Ça semble assez étonnant. Présentation en PDF également à télécharger.
Je ne sais pas, ça, si on il ne me semble pas, non? Non, ça, c'est pas prévu. La présentation en C'est PDF, que... c'est pas prévu. Par contre, vous aurez accès au webinaire sur nos chaînes YouTube. Donc, CPIE du Pays d'Aix et Alec Marseille. Peut-on recevoir vos conseils indiqués aujourd'hui, mais qui ont défilé un peu vite? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Les conseils, c'était l'objet de la présentation. Du coup, on ne va pas la refaire, mais je vous invite à reconsulter le webinaire en replay. On le postera d'ici 2-3 jours sur nos chaînes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va tranquillement clore ce webinaire en vous remerciant pour votre participation et puis en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année et en vous invitant surtout à bien prendre le temps de travailler vos projets, notamment en amont, ne pas hésiter à recourir à nous pour voilà, ne pas tomber dans ces mauvaises pratiques et éviter ces escrocs qui font du mal justement à l'ensemble de la profession et à la rénovation énergétique. Donc voilà, prenez bien le temps, n'hésitez pas à passer vers nous et puis tenez-vous à l'écart des fraudeurs. Très bien. Il n'y a pas de nouvelles questions, donc on va vous souhaiter une bonne fin de journée et puis de joyeuses fêtes de fin d'année. Ouais, bonne fête à tous.